Sud Radio, la France dans tous ses états. Marine Le Pen de retour devant les juges. Le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires européens s'ouvre aujourd'hui devant la Cour d'appel de Paris. Lors du premier jugement rendu fin mars 2025, Marine Le Pen avait été condamnée à 5 ans d'inéligibilité immédiate ainsi que 4 ans de prison, dont 2 fermes et 100 000 euros d'amende. Une sanction qui, si elle était confirmée en appel, l'empêcherait de se présenter à l'élection présidentielle en 2027. On en parle avec Maître Gilbert Collard. Bonjour Maître. Oui, bonjour. Bonjour Maître Collard, merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui. Je commence par vous poser une question. Je pose une question à l'homme de loi. Est-ce qu'il est normal, de façon institutionnelle et de façon démocratique, que 3 magistrats, 3 fonctionnaires de la justice, décident de l'avenir politique du peuple français et le pouvoir de décider si le peuple français pourra ou pas s'exprimer sur le choix d'un candidat? Est-ce que là, l'autorité judiciaire ainsi que l'a définissait le général de Gaulle marche un petit peu sur les plates-bandes des 2 autres pouvoirs, du législatif, de l'exécutif, tout simplement de la République? C'est clair, à partir du moment où 3 magistrats, voire 2 peut-être, parce qu'on ne sait pas exactement comment les votes se répartissent. En France, contrairement à l'Espagne, on ne sait pas dans quel sens les juges qui composent la juridiction votent, ce qui est dommage entre nous du reste. C'est absolument inimaginable que 3 juges censés juger au nom du peuple français en plus, aille contre la volonté électorale d'un peuple qui veut une candidate. Moi, je trouve ça de l'ordre de ce que Tocqueville appelait la démocratie autoritaire. Ce n'est pas concevable. Mais attention, le juge a le pouvoir sur le politique parce que le politique a bêtement et sacrificiellement donné ce pouvoir au juge. Alors ça nous renvoie aussi à l'irresponsabilité institutionnelle des politiques qui donnent des pouvoirs qui finalement sont nucléaires sur le plan démocratique à des juges qui ne devraient pas avoir ces pouvoirs parce que ça fait tomber le mur de la séparation des pouvoirs. Je crois que c'est une évidence. Ce qui est curieux, Maître Collard, et ce sont bien entendu des parlementaires, j'allais dire des responsabilités politiques qui ont décidé que les tribunaux auraient le droit désormais de valider ou pas l'éligibilité d'un représentant du peuple ou d'un candidat. Ça a été validé par un vote à l'Assemblée nationale. Comme vous le dites, nous assumons totalement. Pour autant, c'est curieux que le Conseil constitutionnel, si susceptible sur des questions de compétences et de constitutionnalité, ait pas trouvé à redire à cette occasion en disant attention, il y a atteinte au pouvoir, à la souveraineté du peuple. Alors on aurait pu s'attendre à ce que le Conseil constitutionnel, pour le coup, défende la Constitution en disant attention, effectivement, il y a atteinte à la séparation des pouvoirs si chère à Montesquieu et qui est quand même le fondement de la vie démocratique. Alors le Conseil constitutionnel a simplement dit que le juge doit veiller, je le cite, à la préservation de la liberté de l'électeur dans sa décision. Alors là, ça veut dire quoi au moment où le juge prononcerait une décision d'inéligibilité? Comment veillerait-il à la préservation de la liberté de l'électeur? Non, il la piétinerait. Alors il y a quand même cette mise en garde du Conseil constitutionnel qui peut, à mon avis, peser sur les juges d'appel. Parce que c'est... Oui, je vous en prie. Non, je disais, pour autant, ils vont devoir se prononcer. Alors là, on se pose la question. Marine Le Pen a été condamnée en première instance avec une exécution immédiate. Est-ce que le juge, quand il prend sa décision, la présidente a motivé en disant « Nous faisons l'exécution immédiate et l'inéligibilité parce que quelqu'un qui aurait été condamné, nous considérons qu'il ne peut pas se présenter. » C'est une valeur morale. On n'est pas dans une valeur juridique, on est dans une valeur morale. Mais là, on est dans ce qui constitue la décrépitude de la vie judiciaire française. C'est l'idéologisation de la justice et du droit. Moi, je me rappelle, nos vieux maîtres de philosophie du droit nous disaient que le juge n'a pas à faire la morale. C'est pas son rôle, il n'est pas là pour ça. Mais alors, on a maintenant une génération de magistrats, et c'est moins rare en cour d'appel quand même, où on a beaucoup plus de rigueur juridique. C'est moins rare, mais attention, ça peut arriver. On a des juges qui font la morale. Des curés de la magistrature. Ils inventent des concepts comme celui d'atteinte à l'ordre public démocratique.
Ce qui n'est pas dans la loi, qui n'est pas dans les textes, mais qui est dans la tête d'un juge. Quand on lit le jugement de première instance, on a l'impression de lire un article du Monde, si vous voyez ce que je veux dire. Ah mais tout à fait. D'ailleurs, j'allais vous poser la question, est-ce que le juge, à ce moment-là, ne considère pas qu'il y a un discrédit sur la place politique, je vais dire un désamour du peuple avec la classe politique, les politiciens ne font plus leur métier, c'est nous qui allons faire le boulot proprement. Est-ce qu'on n'a pas cette image-là ? Ah non, mais il devrait faire attention quand même, parce que l'opinion publique déteste autant les juges que les hommes politiques. Ça, c'est quand même à signaler. Bon, mais c'est vrai qu'il y a une volonté d'une certaine magistrature. Moi, j'aime pas généraliser, parce que comme disait mon père, évidemment. La généralisation, c'est pour le général des cons, disait-il. Bon, donc je n'aime pas généraliser. Phrase très pertinente et tout à fait d'actualité. Oui. Il y a une vraie volonté de la part d'une certaine magistrature de remplacer de remplacer le député, de remplacer le ministre, de remplacer le président. C'est une espèce d'euphorie du pouvoir qui est très dangereuse. Et quand même, ne l'oublions pas, Tocqueville, tout ça, l'a décrit. Tocqueville l'a décrit, il l'a dépeint, ne l'oublions pas. C'est une perversion de la démocratie. On ne l'oublie pas et c'est bien dans la bouche de beaucoup d'observateurs. Maître Collard, si l'on va sur le fond de l'affaire, on a vu, j'allais dire, la stratégie de défense du RN et de Marine Le Pen en première instance. Vous qui êtes avocat, si vous deviez la conseiller, je sais que c'est sensible pour vous, vous l'avez connue, vous avez été membre de ce parti, donc vous avez parlé avec prudence, en même temps j'ai besoin de votre lucidité, votre franc-parler. Ouais. Est-ce qu'ils doivent se maintenir dans le déni, à savoir, nous n'y sommes pour rien, tout ça ce sont des accusations abusives, ce n'est pas vrai, ou est-ce qu'ils doivent faire des concessions à la cour d'appel en disant, oui, effectivement, on a pu à un moment manquer de rigueur ou manquer de sérieux parce que le financement des partis politiques est compliqué, en tout cas, faire des concessions au tribunal, ou est-ce qu'il faut rester droit dans ses bottes et dire ce n'est pas vrai, nous sommes totalement innocents et les victimes d'un complot? Non, moi si je devais, alors là pour le coup je vais me mettre dans le rôle d'un avocat qui conseillerait. C'est ce que je vous demande. J'irai sur le terrain de ce qu'on appelle en rhétorique les atermoiements. Je serai dans la concession. Je concéderai une évidence, c'est que tout le système fonctionnait comme ça. Pendant des années et des années. Et que d'autres partis ont été confrontés au problème en plus. D'autres, et que Bayrou a été relaxé au motif que l'intention frauduleuse n'y était pas. Et que, attention, dans le jugement condamnant Marine Le Pen en première instance, sauf erreur de ma part, mais je crois qu'il n'y a pas d'erreur parce que Louis Alliot me l'a confirmé ce matin, la présidente a justifié l'exécution immédiate par un motif, il y en a plusieurs, qui serait que Marine Le Pen n'avait pas pris conscience de la gravité de l'infraction. Mais si elle n'a pas pris conscience, c'est qu'il n'y a pas intention. C'est qu'il n'y a pas lucidité. C'est qu'il n'y a pas... on est d'accord. Si tant est que ça soit vrai. Si tant est que ça soit vrai, bien sûr, maître. Si tant est que ça soit vrai, évidemment, bien sûr, bien évidemment. Mais là, on est dans le raisonnement juridique, on est dans l'exercice, en quelque sorte. Mais je veux dire que tout le Parlement européen a fonctionné comme ça pendant des années et des années. On pourrait même faire des procès post-mortem. Oui, mais c'est quand même, franchement... Vous savez bien, maître, que depuis l'affaire Fillon, on a vu qu'avec quelle promptitude et quelle, j'allais dire, véhémence, la justice se saisit quelquefois de certains dossiers politiques. Pour autant, si la condamnation est confirmée, que l'inéligibilité est confirmée, est-ce que le plan B que nous connaissons aujourd'hui avec Jordan Bardella est un plan jouable ou c'est très risqué, ou quelque part, comme le diraient certains sondages, peut-être que Jordan Bardella aurait bien plus de chances de l'emporter en 2027 que Marine Le Pen. Quelle est votre sensibilité, votre sensation? Moi, je me méfie énormément de ce que Audiard appelait le thermomètre qu'on met dans le cul du peuple, à savoir le sondage. Oui. Je m'en méfie beaucoup. Mais je fais partie de ces juristes, on est quelques-uns, à considérer que Marine Le Pen, si elle a ses 500 signatures, pourrait se présenter. Qui va dire, si elle a les 500 signatures, qu'elle n'a pas le droit de se présenter? Alors, une fois qu'elle sera élue, si elle est élue, qui va dire qu'elle est inéligible? Nos 9 tremblotants du Conseil constitutionnel? Je pense qu'à ce moment-là, il se souviendrait de Roland Dumas et de Jacques Chirac. La question reste posée. Mais, Maître Collard, ce que je vous propose,